Cette émission vous est présentée par Va donc jouer. Célébrons ensemble tous les entraîneurs et les officiels du sport organisé sur vadonjouer.ca. Par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Bienvenue dans un univers qui m'est familier et dans lequel il me fait plaisir de vous accueillir, celui du judo. Un sport japonais soutenu par ses valeurs sportives qui saura, j'en suis convaincu, vous en mettre plein la vue. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir à l'œuvre les athlètes qui sont parmi les meilleurs au pays, puisque nous vous présentons les championnats canadiens ouverts. Ce tournoi est présenté pour une deuxième année consécutive sur l'île de Montréal et a lieu au centre Pierre Charbonneau, tout près du mythique Stade olympique. Plus de 1000 inscriptions ont été enregistrées pour ce tournoi de 4 jours. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous mettrons en valeur pour vous les finales seniors de cet important tournoi canadien. Je retrouve dans les prochaines secondes mon analyste du jour pour faire la description des premiers combats. Nous y voici tout près du Stade olympique au centre Pierre Charbonneau pour la présentation de ces championnats canadiens ouverts. Patrick Esparbez, directeur général adjoint de Judo Canada, avec moi pour l'analyse. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Philippe. Alors d'abord, peut-être nous présenter un peu le judo. Comment on peut gagner un combat? Alors de façon très simple, exactement comme on vient de voir à l'écran, une projection, contrôle, vitesse et sur le dos de façon franche. Et ça donne immédiatement le hippon. Par la suite, on peut voir ici un enchaînement au sol et on peut donc tenir l'adversaire au sol pendant 20 secondes. Il y a également d'autres façons de gagner avec abandon. Oui, il y a des étranglements ou des clés de bras, donc c'est du travail au sol et c'est dans la continuité du debout. Alors, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, vous aurez l'occasion de le voir en action puisqu'on débute dans les prochaines secondes. Les catégories de poids aujourd'hui chez les femmes, moins 48, moins 52 et moins 57. Et chez les hommes, moins 60, moins 66 et moins 73 kg. Et ce qu'on vous présente aujourd'hui, Patrick, ce sont les finales. D'abord, Raphaël Gannon et Daniel Krimmerman qui vont s'affronter pour cette première finale. Et nous allons savoir dans les prochaines minutes qui mettra la main sur cette fameuse médaille d'or. Alors, des premières images là, des combats de Raphaël qui, de façon quand même assez expéditive, a gagné ses premiers combats. Quand l'adversaire applaudit, c'est parce que tu as fait une belle... C'est vraiment, oui, c'est effectivement. On peut pas remettre en doute la victoire. Et donc Raphaël est un combattant très actif, un jeune junior de Colombie-Britannique. Mais il a démontré tout son savoir-faire et c'est vraiment tout mérité d'être en finale. Alors, on suit le parcours de Krimmerman maintenant. Encore une fois, beau mouvement arrière. Oui, alors dans la continuité, c'est un autre combattant très actif qui, lui, on voit ici un sasae bien effectué dans le contrôle et on voit les hippons sont quand même assez rapides dans les débuts. Il faudra surveiller ses pieds, lui. Oui, effectivement. Beau balayage. Alors, victoire, encore une fois, impressionnante pour se rendre à cette finale. On vous la présente maintenant. Premier combat de cette émission. Et vous aurez l'occasion de savoir dans les prochaines minutes qui montera sur la plus haute marche du podium. Combat de 4 minutes, Patrick. Et on se retrouve face à face. Alors, la première étape au judo, il faut placer ses mains. Alors, vous allez voir que les deux combattants voudront pas laisser la place à l'autre et ne voudront pas que les deux mains soient bien placées. Donc, il va y avoir tout ce qu'on appelle le travail de la garde ou kumikata en judo. Ouais. Et là, première attaque ici de Raphaël, mais vous voyez le contrôle des manches de la part de Daniel. Donc, ça s'annonce un combat quand même assez long quand on commence de cette façon-là. Alors, retenez ça, kumikata, c'est vraiment la base. Comment on place les mains? Vous voyez, là, on essaie d'aller chercher la manche, la main haut dans le dos. Et là, une tentative d'attaque, on est tombé au sol. De la part de Krimmerman, ça a été facilement bloqué.
Et puis on arrête souvent en judo comme ça pour permettre au judoka de se replacer debout, en fait, de reprendre la garde lorsqu'on ne travaille pas au sol, finalement. Exact. Et très souvent, les athlètes vont vouloir continuer debout. Donc, ils vont arrêter de travailler parce que le travail au sol est très demandant au niveau physique. Donc, on voit ça un peu plus lorsque le combat est un peu plus avancé. Mais là encore ici, on voit que Daniel tient les manches de Raphaël parce qu'il sait très bien qu'il veut passer en dessous de lui et gère bien l'espace. Première pénalité qui vient d'être donnée aux combattants parce que là, les deux bloquent l'entrée. Alors, c'est très compliqué pour les deux combattants de pouvoir projeter l'adversaire. Alors, il faut être actif. Et là, une tentative d'attaque ici. Oh! Bien reprise de la part de Daniel. Hein. On voit ici que malgré le fait... Bon, j'aime bien expliquer que le judo, une porte s'ouvre, une porte se referme, mais très souvent, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc ici, on peut voir que Daniel a été très rapide pour voir s'il pouvait récupérer le mouvement. Parce que Raphaël a lancé l'attaque et c'est Daniel qui a presque retourné son adversaire. Exact. Et ça s'est passé tellement vite. Les petites catégories comme ça, là, on est chez les moins 60, ça va tellement rapidement. Ouais. Deuxième pénalité. Oui, ici, Raphaël bloque beaucoup l'entrée au niveau de Daniel. Donc ici, une autre reprise d'appel de Raphaël. Les deux sont ici au sol. Oui, effectivement, tentative de clé de bras. Est-ce qu'il arrivera à passer sa jambe devant le visage? Il voudrait pousser sur la tête pour la ramener sur le dos, mais non, ça a été avorté, bien bloqué. En fait, si on arrive à soulever l'adversaire, il y a un arrêt de combat automatique. Exact. Et on voit ici que l'arbitre, il suit très, très bien le combat. Il est très actif et il ne perd pas de temps. Et donc, la dynamique, puisque c'est une catégorie des petits combattants, 60 kilos, c'est très rapide, mais en plus, l'arbitre maintient la vitesse du combat. On est à 1 minute 25 maintenant dans le combat. Tentative de passer sous son adversaire et c'est... Ça a été bien bloqué. Oh, c'est bien lancé, oui. Ben, il manque un peu de contrôle du haut. Il n'est pas assez collé sur lui. Donc là, il le perd. C'est comme des chats, les moins 60 kilos. On va voir ici, il rentre la technique, il passe en dessous, tout est fait, mais c'est pas assez collé. Pour avoir un point, là, le dos aurait dû toucher plus le sol pour avoir au moins un côté d'épaule. Oui, il faut que l'épaule un petit peu touche sur le côté et là, il est tombé sur le ventre. Parce qu'il y a un premier point qu'on peut avoir si on touche sur le côté qui est un wasari. Et si on tombe directement sur le dos, là, c'est le hippon et c'est la fin automatique du combat. Oui. 2 wasari mènent à une victoire. Oh, ça c'est parti ici. On voit, là, grande roue, toi. Oui, ils sont très agiles. Ici, regardez, bien placer sa main, réussi à faire le contrôle. Tu parlais d'un chat tout à l'heure, là, ça retombe toujours sur ses pattes. Oui. Wow. Et pour l'instant, c'est serré, Patrick. Oui, il y a beaucoup de travail à la garde. J'aime beaucoup ce que je vois là, de la part des deux combattants. Ils placent leurs mains, ils essaient ils rendent le combat dynamique et ça devient Oh, ici encore un autre contrôle sur l'arrière qui aurait pu être un point, mais bien retourné, bien contrôlé de la part de Raphaël. Des fois, ça vient mêlant, hein, pour ceux qui regardent à la maison, là, de savoir qui attaque parce que ça va tellement vite, les attaques et les contre-attaques. Attention, c'est parti! Et qu'on a passé tout près de renverser l'adversaire avec ce mouvement de hanche. Et ici, on voit le contrôle de Daniel et par la suite, Raphaël lâche tout pour reprendre son équilibre et se retrouver dans l'espace. Il aurait dû tenir en tenant la manche, il aurait pu réussir le mouvement, mais quel soulevé! Toujours aucun point d'inscrit au tableau et c'est la fin du 4 minutes. Qu'est-ce qui se passe, Patrick, à ce moment-là? On appelle ça le point d'or ou le golden score, si on veut. C'est une prolongation et c'est une mort subite. Donc, dès qu'il y a un point de marqué, c'est la fin. Et quel combat jusqu'à maintenant! Je vous rappelle que c'est la médaille d'or qui est en jeu. Mais vraiment, ils offrent un spectacle incroyable. Les deux attaquent régulièrement. Les deux sont actifs. D'une certaine façon, ils facilitent la tâche de l'arbitre parce qu'ils font leur travail. Donc, l'arbitre n'a simplement qu'à regarder, superviser et s'assurer que le tout est fait de façon sécuritaire. Il y a Kramerman en bleu qui a placé sa main loin dans le dos tout de suite. Gallagher qui s'est jeté en dessous pour essayer de le projeter. Ça n'a pas fonctionné. On revient au centre. Et c'est risqué. Hein, placer sa main loin dans le dos sur Raphaël, c'est quelque chose. Ici, encore une belle tentative, mais
placer sa main au-dessus, dans le dos de Raphaël, c'est dangereux. C'est risqué parce que Raphaël sait ce qu'il veut. On l'a vu à quelques reprises tenter de passer sous son adversaire pour le projeter. Il y a 30 secondes de prolongation. Laissez-moi vous dire que c'est des secondes qui s'accumulent et c'est de l'énergie qui est partie. Hein. Après 4 minutes 30 secondes, ça commence à être difficile. Et on voit que les judokas ont de l'énergie encore. Oui, ici, ils savent très bien que c'est un combat sans lendemain. Oh! Sode Tsurikumigoshi! Sode qui veut dire manche. On a vu qu'il s'est retourné avec la manche. Bien essayé, bien bloqué de la part de Daniel encore une fois. Et donc, mais Raphaël essaie des deux côtés maintenant. Généralement, il attaque du côté gauche et côté droit. Et là, il fait une tentative du côté gauche avec Sode. Donc, il cherche une porte, il cherche une façon de le projeter. Là. On voit que l'énergie commence un peu à descendre du côté de Daniel, qui est en bleu. Après une petite pause avant de se relever. Et ouais, il essaie de passer encore une fois en dessous. Encore une fois. Deuxième point! Oui, c'est marqué! C'est marqué. Wazari, ça lui donne donc la victoire. Premier point qui est inscrit. Et voilà, c'est fait. Victoire. Et là, vous voyez, il a bien collé le haut. Il a réussi à tenir. Il contrôlait bien le haut des épaules. Et en poussant avec les fesses, il a réussi à le projeter sur le côté pour le Wazari. Alors, notre première médaille d'or de la journée, elle va à Raphaël Gahanan. Belle performance de la part de ce judoka. On va revoir quelques extraits. Regardez, c'est bien. C'est bien contrôlé, bien poussé avec les fesses. Et Daniel a vraiment tout essayé. Hein. Il a essayé de tourner, mais c'était bien serré vers le haut. Regardez comment il contrôle le haut. Et il pousse. Quel beau combat et surtout quelle belle façon de terminer ce premier combat. On voit qu'il est très heureux. Alors, le judo, peut-être un petit peu d'histoire, ça signifie en fait voie de la souplesse en japonais, un art martial qui a été créé en 1882 par Jigoro Kano et il a été introduit au Canada en 1924. Courte pause et on vous revient avec les prochains combats. Nous revoici pour le deuxième combat de la journée. Nous allons nous déplacer chez les dames, moins 48 kg. D'abord, en blanc, il y aura Marie-Lune Turmel qui va affronter Heidi Kwak en bleu. Alors, catégorie, encore une fois, comme on a vu un peu avant la pause, une petite catégorie cette fois-ci chez les dames. Beaucoup de mouvements rapides à prévoir. Alors ici, on voit les premières étapes qu'ont parcouru les deux combattantes. Bon contrôle au sol ici, on le voit, on l'avait expliqué. Donc, tenu l'adversaire au sol. Et après 20 secondes, c'est donc une victoire. C'est une adepte du travail au sol. Cette Marie-Lune Turmel, elle sera à surveiller pour le combat de finale. Il va falloir regarder ce qu'elle essaiera de faire au sol, certainement. Oui, eh bien, si les entraîneurs sont très... aguerris, ils doivent surveiller ça. Ils doivent sûrement avoir dit à Heidi, si tu vas au sol, il va falloir assumer. Oui, parce qu'elle a 3 mouvements comme ça, 3 combats, 3 victoires au sol. Alors, ça promet pour la grande finale. Et son adversaire, allons voir maintenant ce qu'elle a dû affronter tout au long de la journée. Heidi Kwak au deuxième tour. Mais le premier combat était un combat quand même très important donc, contre Kimiko Kamstra. Et donc, Kimiko qui est quand même très expérimenté. Et c'était une belle victoire. Donc, ça lui a ouvert la porte vers le chemin de la finale. Combat qui a été un petit peu plus long de ce côté-ci parce que ça s'est terminé par pénalité contre son adversaire de la Colombie-Britannique. Et nous voici à cette présentation de la finale. Médaille d'or chez moins 48 kg. 4 minutes au tableau. Deux jeunes filles qui se sont régulièrement affrontées lors de... Oh, c'est parti! C'est une victoire expéditive de la part de Heidi. Même pas le temps de cligner des yeux. C'est parti. Moins de quelques secondes pour cette victoire. Elle est la médaille d'or. Elle est donc notre médaillée chez les moins de 48 kg. Et Marie-Lune va s'en vouloir parce que des combats qui se terminent comme ça si rapidement, on se dit « Ah, j'aurais peut-être dû pas faire ci, pas faire ça, placer mes mains là. » Regardez,
Sode Tsurikumigoshi. Sode qui veut dire manche. Elle se laisse glisser sous son adversaire. Oui, et c'était directement à la prise de garde. Donc, dans le premier combat, je vous mentionnais que la première étape, c'est le kumikata, la prise de garde qui définit tout. Et donc, voilà, on voit ici la technique, le contrôle de la manche est projeté. Donc, bien démontré de la part de Frank Moussima, qui travaille avec Judo Canada. On revient donc avec un autre combat dans les prochaines minutes. De retour maintenant pour le prochain combat de cette émission des championnats canadiens ouverts de judo. Dans les prochaines secondes, d'abord un petit peu d'historique. Judo Québec qui a vu le jour en 1966. On a plus de 10 000 judokas au Québec et la province compte 102 clubs de judo. Allons-y maintenant avec ce combat chez les moins 66 kg. Frédéric de Cardaillac et Julien Frascador s'affrontent. Alors ça sera tout un combat. Deux combattants expérimentés, dont Julien Frascador. C'est Frédéric, plus jeune, mais extrêmement déterminé et très concentré lors de ses préliminaires. Et prenait bien son temps, s'assurait de bien contrôler ses adversaires, était patient. Donc, ça va être une belle finale. Alors, il fait des attaques, on l'a vu, là, sous le centre de gravité de ses adversaires. À quelques reprises, il l'a fait. On va voir qu'est-ce que ça va donner lors de son combat de médaille d'or. Julien, lui, un peu plus vieux et plus expérimenté. Donc, un autre qui, naturellement, patient, prend son temps, s'assure de bien contrôler les combats et de ne pas gaspiller d'énergie pour rien. Belle technique pour renverser son adversaire et marquer la victoire. Travail d'étranglement ici, étranglement qu'on ne voit pas si souvent, ça. Non, effectivement. Mais ici, on voit, il contrôle très, très bien, met de la pression sur le côté et là, l'adversaire, c'est fait. Et c'est quand même assez rapide lorsque l'étranglement est bien passé, là. Et pour ceux qui se posent la question, l'étranglement, ça ne fait pas nécessairement mal. Non, pas du tout. Ça coupe la circulation sanguine bien souvent. Et c'est ce qui fait que l'adversaire doit abandonner. C'est pas dangereux parce que c'est fait de façon contrôlée, dans un environnement contrôlé, par des gens qui savent le faire. Alors, nous voici prêts pour cette finale. Médaille d'or encore une fois. Cette fois-ci, chez les moins de 66 kg. Alors ici, le kumikata, ou la prise de garde, sera extrêmement important. Et on va voir que les deux vont vraiment travailler fort au niveau de la garde parce qu'ils ne voudront pas laisser un pouce à l'adversaire. On voit ici, là, le Cardaillac qui contrôle bien, repousse Julien sur les côtés, s'assure de prendre la manche et veut naturellement aller travailler au sol. Parle-nous un petit peu de ce qui se passe si on met le pied à l'extérieur de la surface. Alors si, de façon, on va dire, volontaire, on sort à l'extérieur de la surface, on reçoit une pénalité. Voilà. Donc, il a été repoussé. Il ne voulait pas. Il essayait de tourner autour de la surface, mais il a mis le pied à l'extérieur. Et l'arbitre a jugé qu'il aurait pu se sortir de cette situation, donc il lui a donné une pénalité. Donc, si on met le pied à l'extérieur et qu'on n'attaque pas ou on ne revient pas tout de suite à l'intérieur, on peut être pénalisé. Exact. Et donc, il faut attaquer. C'est un peu une stratégie parfois de mettre de la pression pour forcer l'autre à réagir. Oui, et c'était une des spécialités du directeur général de Judo Canada actuellement. Il amenait ses adversaires. Et ici, un beau petit crochet de la part de Julien. Alors, oui, c'est ça. Donc, travail ici de la clé de bras. Essaie de passer la clé de bras. Oh! C'était tout près. Oui, tout près. Et là, Julien regardait si Frédéric allait finalement taper parce qu'elle était bien placée. Mais Frédéric a décidé que non, je ne taperai pas. Et donc, ici, une petite tape d'encouragement de la part de Julien. On voit ici que c'est des combattants, mais ils se connaissent bien, c'est des amis. Mais il s'était fait bien coincer, là. Il a réussi à s'en sortir de justesse, mais Frascador a réussi à bien se positionner. Il n'en manquait pas beaucoup. Exact. Et regardez l'intensité qu'on essaie de mettre sur le kumikata, donc la façon de placer les mains. Là, on voit qu'on contrôle les manches, on ne laisse pas travailler du tout l'adversaire. C'est majeur. C'est majeur. C'est la première étape. Vous ne pouvez pas passer à la deuxième étape si vous ne contrôlez pas le kumikata. Oh, bien contrôlé ici de la part de Julien qui essaie de reprendre.
D'abord, Frédéric en blanc qui a lancé l'attaque et qui a travaillé très, très fort, mais ça a été bien bloqué par Frascador. Et là, on travaille encore au sol. On travaille une clé de bras. On ne veut pas que son adversaire se lève. Mais là, on tente... le travail a été avorté. Lorsqu'on arrête de travailler, c'est là que l'arbitre nous relève. Oui, ici, on voit la projection. Et là, ici, on voit Julien qui va essayer de tenter de reprendre au niveau de la projection, mais on estime qu'il n'y avait pas assez de contrôle, donc pas de point. Donc, pour en revenir à Nicolas, donc sa spécialité, c'était de vous emmener dans un coin et de vous forcer d'aller à droite ou à gauche. Et de là, pouvait faire sa technique favorite qui était Uchimata. Donc, c'est un jeu d'échecs. Il y a eu des mouvements très spectaculaires de la part de Nicolas dans ces bonnes années. D'excellents résultats, oui, effectivement. Ça donne un signe de notre âge, ça. On est très jeunes, très jeunes. On revient donc au centre du tatami. Et l'enjeu, là, on l'a dit... Ici, oui, un point marqué, mais ça va être limite. Est-ce que ça va... on entend ici la foule, on va dire, pas critiquer, mais réagir par rapport à ça. Oui, Julien qui avait bien accroché. Est-ce qu'il est tombé sur le côté? Est-ce qu'il est... oui, on voit ici quand même que l'épaule a touché sur le côté, donc on va aller à la reprise. Est-ce que le point est maintenu? Oui, le point est maintenu. Parce qu'effectivement, les arbitres ont l'occasion, vous le voyez à l'occasion, il y a une petite caméra dans le coin. Ça, c'est pour les arbitres, pour revoir eux les techniques, afin de réévaluer. Pour refaire une espèce de reprise vidéo et de s'assurer, parce que parfois ça va quand même assez vite, alors ils veulent s'assurer que la décision qui a été prise est la bonne. C'est un très beau balayage qui a donné l'avance à 59 secondes à faire à Julien Frascador. Oui, et là, Julien va, naturellement, avec toute l'expérience qu'il a, va plutôt attendre. Parce que là, De Cardaillac doit absolument ouvrir la machine, parce que là, il n'y a plus rien à perdre. Donc là, il va devoir ouvrir son jeu, comme un jeu de cartes. Là. Il n'a plus le choix de lancer ses as ou ses rois, puis essayer de marquer. Et pour les pénalités, on peut en avoir 2. La troisième, c'est disqualification. Donc, Frascador a encore de la marge de manœuvre. Il y a encore de la marge de manœuvre. Pour ralentir. Donc, il va essayer, naturellement, là, son jeu, ça va être de contrôler. Et là, on voit Frédéric qui vient d'augmenter la cadence. Il met de la pression. Oui. Et là, Julien va devoir quand même être actif parce qu'après 15-20 secondes sans être actif, il va recevoir une pénalité. Tentative de Sewanage. C'était bien fait. Ici, il travaille bien au niveau des jambes. Frascador en bleu, qui a des beaux mouvements de balayage. Oui, bien, un des trucs, c'est de travailler le bas et le haut régulièrement. Donc là, l'adversaire est toujours sur les talons et il travaille très bien par rapport à ça, là, Julien. Et même l'entraîneur le dit. Ben oui, il est d'accord avec toi. Alors, il reste 27 secondes au tableau. Oui, Julien et son entraîneur, c'est Ernst Larac, un ancien membre de l'équipe canadienne et haïtienne qui a fait les Jeux. Donc, beaucoup d'expérience et il a quelqu'un pour bien le superviser. 10 secondes. Et là, on travaille au sol. On aurait voulu, essaie de passer le temps, oui. C'est ça, on aurait voulu étirer les 10 secondes au sol. Dernière chance pour Cardaillac d'aller marquer le point. Et là, égaliser. Julien va essayer de se sauver. Là, 10 secondes, il peut se prendre encore une pénalité. Donc, je pense que Frédéric a tout donné de ce combat. Il sait que ça se termine. Voilà notre médaille d'or. Julien Frascador du Québec. Un combat très stratégique qu'il a donc réussi à mener à terme pour cette victoire et cette première marche sur le podium. Un très, très beau combat de la part de Frédéric, qui a tout donné et qui ne doit pas rougir de sa performance. Effectivement, alors il faut dire que les athlètes s'y préparent depuis plusieurs mois à cette compétition. Et c'est là, le petit crochet, qui fait toute la différence. Et c'était quand même de justesse sur le côté. Et voilà, c'était suffisant pour lui donner le Wazari et la victoire. De retour après la pause pour un autre combat tout aussi excitant. De retour à l'Action Centre Pierre Charbonneau pour la présentation de ces championnats canadiens ouverts de judo. Et c'est maintenant le moment de passer chez les moins 52 kg du côté des dames. Amélie Grenier qui affronte Laurence Gagnon, toutes deux du Québec.
Alors, deux jeunes combattantes sur les équipes du Québec qui font régulièrement des combats ensemble. Donc, ça va être intéressant de voir laquelle des deux va trouver la clé, la première, pour remporter cette victoire. Il y a eu une participation énorme cette année au championnat canadien. Plus de 1000 inscriptions, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la plus grosse délégation de l'histoire pour le championnat canadien ouvert. Et on est très contents, suite à ce qu'on a connu avec la pandémie. On avait peur que le retour du judo soit un peu plus compliqué, mais il semble qu'on est plus populaire que jamais. Parce que certains sports de combat ont été difficiles. Ça a été difficile pendant la pandémie. Ça n'a pas été facile, effectivement. Alors, on voit actuellement comment gagner son combat du côté de la demi-finale. Et on se retrouve maintenant prêt à la présentation de ce dernier combat de la journée pour ces dames. On est chez les moins 52 kg. Alors, Amélie a de longues portées, de longs bras, de longues jambes. Et elle contrôle bien ses adversaires généralement. Elle colle bien. Ici, on voit, ça sert déjà un premier Wazari. Et la liaison debout-sol qui se fait immédiatement pour un... Elle tient au sol et... Est-ce qu'il y aura une mobilisation? Pour l'instant, on n'a pas encore là. Est-ce qu'elle arrivera à retourner son adversaire? L'arbitre qui surveille. Et qu'on était tout près. On était vraiment sur le côté. Ici, on voit un bon... Vous voyez la longueur de ses jambes. Elle contrôle bien, elle projette. Et par la suite, elle fait la liaison pour le contrôle, pour essayer de tenir Laurence au sol. Technique qu'on appelle Uchimata. Parce qu'en judo, on parle beaucoup en japonais. Donc, à l'intérieur, fauchage, comme on a vu, ça s'appelle Uchimata. Et on voit que c'est sa technique. Encore une fois, c'est ce qu'elle essaie. Oh oui, sur l'arrière, encore un bon contrôle. Et c'était vraiment pas loin pour un deuxième Wazari. Donc, ça aurait été une victoire automatique. C'est une des choses qu'on essaie de travailler en judo. Avoir des angles différents. On attaque vers l'avant avec sa technique qu'on a vue, là, Uchimata. Et tout de suite, hop, on revient vers l'arrière lorsque son adversaire résiste. Et ça a presque porté fruit. Elle a déjà un Wazari. Oh, ici, une belle attaque de la part de Laurence. Bien reprise. Vous voyez la longueur des jambes de Amélie qui réussit à passer par-dessus les attaques. Oh, et ici, on ne l'a pas vu là, dans l'angle. Victoire! Oui, une victoire et d'après moi, un étranglement qui a été expéditif. Ça s'est fait très rapidement. Aussitôt arrivé au sol, quelques secondes, c'en était fait. Abandon de la part de Laurence Gagnon et victoire pour la judoka en blanc, Amélie Grenier. La gagnante! Voilà, belle victoire et ça s'est fait très rapidement. D'ailleurs, on va certainement essayer de revoir comment ça s'est passé au sol, mais on était mal positionnés, en fait, pour les caméras. On aurait dû leur dire de se placer de l'autre côté. Oui, ça nous aurait aidé. Mais on voit ici, bon contrôle, projection. Donc, c'était la première technique qui a permis le premier Wazari. Et par la suite, eh bien, c'est une liaison qui permet d'aller prendre un étranglement, de continuer. Ici, c'était déjà parti, oui, effectivement. Et là, aucune chance pour la pauvre Laurence là, qui avait probablement déjà le cou ouvert au moment de toucher le sol. Et là, on le voit, et on va le voir de la part de Franck Moussima qui travaille à Judo-Canada, un étranglement. On vient ici bien contrôler et on serre les côtés pour un étranglement sanguin. De retour dans les prochaines minutes avec les moins 73 kg. Le judo est un sport qui est pratiqué par plusieurs personnes et il y a également du côté paralympique où on a des athlètes qui ont marqué l'histoire. Pierre Morten qui a remporté une médaille de bronze à Séoul en 88 et Priscilla Gagné qui est encore active, porte-drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et médaillée d'argent d'ailleurs à ces Jeux. Elle sera certainement à surveiller du côté de Paris 2024, elle qui est encore active actuellement comme je l'ai mentionné. De retour maintenant chez les hommes, moins 73 kg. Place donc à cette finale avec Yanis Hachemi et Félix Mercier-Ross, tous deux du Québec. Alors, un combat qui s'annonce très, très actif et un combat qui va passer à l'histoire. Ici, Hachemi, qui est quand même, lui, très expéditif, beaucoup d'expérience, contrôle bien, est capable de bien gérer, voilà, et projette. C'est un combattant quand même assez complet. Donc, sa place en finale est tout à fait méritée.
belles projections qui l'ont amené à cette place. Oui, et ça ici, là, cette demi-finale-là était très importante parce que Justin Lemire est un combattant redoutable. Donc, c'était le plus important combat de la part de la Chimie. Et voici maintenant le parcours de Félix Mercier-Ross. Alors, Félix, lui, bien effectué ses contrôles. Ici, on voit un renversement avec un espèce de sous-témi. Et il est patient, il réussit à bien gérer l'ensemble de ses combats et s'est frayé une place jusqu'en finale pour affronter naturellement Hashemi. Ouais, là, il a bien contré son adversaire qui essayait de le projeter. L'a amené sur le dos, ça lui a donné le point. Et le laisser passer pour la finale. Nous y voici. Qui mettra la main maintenant sur la médaille d'or? 4 minutes pour déterminer le gagnant chez les moins de 73 kg. On vous le répète souvent, ce mot kumikata, je crois que c'est la clé, aller placer les mains sur l'adversaire. Oui, et à la prise de garde immédiatement, Yanis, là, qui n'a pas attendu de placer ses mains. Lui a utilisé les mains de son adversaire et tout de suite a lancé une attaque. Lui, il voulait me contredire. Oui, mais c'est une façon justement de contrer. Et là, Yanis, encore une fois, qui semble quand même assez confiant. Et on voit, là, il est droit, ne se stresse pas trop avec la situation. Ouais, il a tourné rapidement, manquait peut-être un peu de déséquilibre sur le bras pour bien coller son adversaire. Ouais, et il faut faire attention, hein, parfois, l'excès de confiance amène des fois à faire des petites erreurs. Et donc, il va devoir se méfier de Félix qui est très concentré, qui prend son temps, qui est patient. Donc, est-ce que c'est moi ou on est loin sur la manche? On est très loin. Il y a de l'espace, hein, il me semble. Il y a de l'espace et effectivement, quand on ne s'est pas bien collé, ça laisse l'adversaire pouvoir de se sauver. Donc, il veut finir le combat peut-être un peu trop rapidement. Alors, contrôle bien la manche, on le voit, là, il tient. Et là Félix s'en rend compte et il sait. Et l'énergie et la force et la puissance diminuent plus on avance le combat. Donc, ça devient un peu plus compliqué de pouvoir faire cette attaque-là. L'importance de bien contrôler les manches. On l'a vu ici, tentative de Sode Tsurikumeguchi. De part de Félix, en bleu. Il s'est jeté sur ses genoux, sous son adversaire, mais ça a été bien bloqué. Et vous voyez, hein, on parlait d'une liaison de boussole. On voit là, que les deux combattants ne veulent pas aller au sol par la suite. Là. Ils savent que ça demande beaucoup d'énergie. Donc, tout de suite, ils se relèvent. Puis l'arbitre doit appeler l'arrêt de combat pour retourner à leur ligne. Oh, c'est difficile de placer les mains. Dans les deux cas, là, on contrôle bien les bouts de manche. On a de la difficulté à aller placer la main plus loin. Vous savez ce que c'est, M. Jean-Philippe? Hein? On ne veut pas laisser l'adversaire placer ses mains. Donc, on essaie de lui enlever. Oui, effectivement. Et ça donne toute une bataille stratégique aussi à savoir qui arrivera à placer les mains. Et lorsqu'on les place, il faut attaquer rapidement parce que ça reste pas très longtemps. Ah non, effectivement, on ne veut pas laisser l'autre trop confortable. Alors, Félix a les mains placées. Tentative Sewanage en se jetant sur les genoux. Oui, là, et Félix, c'était une bonne attaque, mais ne réussit pas à aller se placer entre les jambes. Donc, d'après moi, a reçu une première pénalité là, parce que l'attaque n'était pas assez convaincante pour l'arbitre. Encore, on est loin. Oh, Yanis joue avec le feu, lui aussi. On voit ici, les épaules ne sont pas tournées. On ne fait pas dos à l'adversaire. Et voilà, pénalité de la part de l'arbitre. Fausse attaque. Alors là, c'est dangereux parce qu'il manque de déséquilibre. Il attaque de trop loin. Ça laisse de l'espace à son adversaire. Oui, et très souvent, on veut pas on veut pas se commettre trop. T'sais, on veut faire, mais on veut pas faire. Donc, et ça nous joue des tours. Pour l'instant, quel combat serré. Aucun point d'inscrit au tableau. 1,45 à faire pour savoir qui mettra la main sur la médaille d'or. Yanis tient bien la manche de Félix, bien contrôlé à l'intérieur. Il garde la garde à l'intérieur. Donc, ça, quand on l'a, il ne faut pas attendre trop longtemps. Là. Les deux judokas avaient les deux mains sur le judogi. On n'a pas vu ça souvent depuis le début du combat. Et pourtant, il n'y a pas eu d'attaque significative. Là. Mais encore une fois, Yanis qui a fait sa tentative, mais il ne tourne pas son dos, place pas la jambe en avant. Il joue avec le feu un petit peu.
Oh, et là, Félix, oh, bien pris sur un haut Chigari. Donc, il travaillait ses jambes, là, le grand fauchage intérieur. Là, on est venu chercher la jambe à l'intérieur. Regardez, on va à l'intérieur et on essaie de le faire tomber sur les fesses. Est-ce que les arbitres vont, à la reprise, donner un point? Non. Mais ça a passé près. C'était bien pensé. Belle attaque. Oui. Et là, Félix, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé le haut et il a attaqué le bas. Donc là, ça veut dire qu'il est très concentré sur son combat. On voit ici qu'on a une garde opposée, c'est-à-dire qu'on a un droitier contre un gaucher. Oui, là, dans le jargon, on dit que c'est deux pièces de puzzle qui ne rentrent pas. Là. Ça ne fonctionne pas ensemble, ces deux-là. Là. Oh, et ici, Yanis qui reçoit une autre pénalité. Tout à l'heure, je vous le disais, il joue avec le feu. Là. Il fait ses attaques, mais ses attaques ne sont pas convaincantes pour l'arbitre. On devra faire attention parce qu'une autre pénalité, et c'est la fin. Oui, Félix le sait. Là. Félix vient d'augmenter le rythme. Il sait que la troisième pénalité lui donnerait la victoire. Donc là, son jeu, c'est pas nécessairement de projeter, mais c'est de faire prendre la troisième pénalité à Yanis. De faire mal paraître. Oui, tout à fait. On va voir ce qui va se passer maintenant. 14 secondes. Aucun point d'inscrit. On se dirige vers le golden score. Oui, c'est le point d'or. Et là, c'est la mort subite. Quel combat serré jusqu'à maintenant. Les mains sont placées du côté de Yanis. Ah! Et voilà, on arrive à 0. Et là, tout est possible maintenant. Le prochain point inscrit au tableau donne la victoire. C'est Félix qui a les cartes en main. C'est lui qui a le bon jeu. Et c'est à lui de travailler. Mais Yanis ne lui laisse pas placer la manche. Là, on le voit, il contrôle la manche. Oh oui! Oh! Une attaque de Yanis qui aurait pu donner des points. On était tout près, là. Tombé sur les fesses. Oh! Tentative. Oh là là! Oh! Belle attaque. Très belle. On était un petit peu plus près, là. Encore un peu loin, mais moins que les autres fois. Oui, bien, il a mis un peu plus de vitesse que les autres cette fois-là. Et donc, Félix s'est vu tirer vers l'avant, mais bien rattrapé, le contrôle des abdominaux. Donc, c'était limite. On revient. 27 secondes de fait dans ce Golden Score, ce point d'or. Et là, plus le temps avance, plus la condition physique va jouer un rôle déterminant. Parce qu'il faut dire qu'on a toute une journée dans le corps, des combats qui ont été exécutés plus tôt, et là, on étire la finale. On tente encore une fois de placer les mains. Yanis le sait, hein, il ne veut pas laisser monter la main droite de son adversaire en haut. Contrôle bien. Oh, est-ce que ça a été... Est-ce qu'il y a eu quelque chose, là? Est-ce qu'il y a eu un balayage là-dessus? Il y a eu un petit balayage, mais il n'est pas tombé. Il ne l'a pas poussé sur le dos. Donc... Mais c'était bien pensé ici, là. Oh, yeah! C'est limite, là. Il y a eu un mouvement. Eh oui, il y a eu la victoire. Voilà. Balayage. Qui donne la victoire à Félix Mercier-Ross, médaillé d'or. Un petit balayage qui... Et ça, là, c'est comme glisser, là. Glisser sur une petite peau de banane, là. Et là, c'est terminé. C'est parti. Et de justesse, mais si on le regarde comme ça, là, ouais, il fauche pas le pied, il fauche en haut du genou. Et là, on voit ici Franck qui va nous le démontrer. Un petit balayage et on tombe. Et malheureusement, ça, quand on glisse, là, c'est difficile de se rattraper. Courte pause et on vous revient avec le combat chez les moins 57 kg. Passons maintenant chez les moins 57 kg. C'est les dames. C'est le dernier combat de la journée. De notre côté, Catherine Toskov qui affronte Mahé Savoie. On aura l'occasion de voir leur parcours. Question de nous donner une petite idée de leur force chacune. Ouais, ici, belle projection. Vers l'avant, bon contrôle. Mouvement d'épaule. Encore une fois. Oui, et quand on dit encore une fois, en tant qu'entraîneur, on voit ici, une autre fois vers l'avant, il faut prendre ça en note, hein, parce que pour la finale, là, il faut avoir pris des notes par rapport à les adversaires de l'autre. Et puis, il faut s'assurer qu'on sait dans quoi on s'engage. Et du côté de Mahé Savoie maintenant. Mouvement de jambe qui lui a donné ce premier point. Ce sera donc peut-être à surveiller au sol également. Probablement. Oui, probablement. Ici, on voit un bonne liaison. Hein? Ici, une clé de bras. Oui. Un mouvement
que j'affectionne particulièrement. Laissé passer pour blessure au troisième tour. Et c'est ce qui nous amène à cette finale chez les moins 57 kg. Laquelle des deux ressortira du centre Pierre Charbonneau avec la médaille d'or au cou? Alors, première étape, placer ses mains, essayer de prendre le contrôle du combat. Ici, on voit que Mahé essaie de placer la main gauche haute. Et Catherine là, qui a décidé que non, je vais contrôler la manche vers le bas parce que c'est trop dangereux. L'angle qu'on voit ici, on voit bien notre gaucher-droitier, la judoka en blanche et droitière versus son adversaire qui est gauchère. Alors, on voit comment les mains étaient placées, là. On se trouve comment être... Oui, on est inversé un peu et ça complique les choses, ça, parfois. Un peu plus facile pour les gauchers qui ont l'habitude de se battre contre des droitiers, mais plus difficile un petit peu pour des droitiers. Ouais, les statistiques sont que il y a beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Donc, quand on est droitier et qu'on rencontre un gaucher, des fois, ça se complique. Là. Encore une fois, l'importance d'aller placer ses mains. Loin dans le dos. Oh! Oui! Et là, hein, on le voit, Catherine, là, qui est habituée, si on la pousse, vers l'avant, elle va projeter. Là, elle va projeter. Ah donc, Mahé, elle marche trop un petit peu. Et première pénalité du côté de Mahé. Et pourtant, elle, Mahé, en bleu, a réussi à positionner sa main loin dans le dos et c'est ce qu'elle cherche à faire, sauf que trop de pression vers l'avant. Oui, Catherine aime ça. Donc, c'est comme, elle lui laisse, si elle place la main, voilà, c'est ça, elle place la main. Donc, Catherine va essayer de se replacer dans l'angle pour ensuite essayer de la projeter. Donc, voilà. Il manquait un petit peu de hanche, par exemple, là-dedans. Ça, oui, mais là, elle s'est dit, je dois l'attaquer parce que sinon, ça faisait déjà quelques secondes qu'elle reculait. Donc, elle aurait pu prendre une pénalité. Là. Important, lorsqu'on se place sous les hanches de l'adversaire, de vraiment bloquer avec nos hanches pour que cette personne ne puisse pas nous esquiver, en fait. Et on s'en rend pas compte. Hein? Les athlètes, là, ils ont comme un décompte dans la tête. Et ils se disent, oh, là, il faudrait peut-être que j'attaque parce que je vais avoir une pénalité. Donc, ils sont quand même bien aguerris là-dessus. Oh, Mahé qui vient de prendre la deuxième pénalité. Et là, ça se complique parce que là, la troisième, c'est terminé. La pression est sur les épaules de Mahé Savoie maintenant. On a de la marge de manœuvre du côté de Catherine en blanc. 1 minute 35 à faire. Tentative. Oui, c'est parti vers l'avant et c'est ce qu'on disait. Projection. Elle s'est bien placée sous les hanches de son adversaire, vraiment devant. Regardez, elle a complètement bloqué. Et voilà, c'était fait pour la victoire. Oui, aucune chance pour Mahé de pouvoir se récupérer. Et non, il donne le Wazari, mais attention! Le mouvement reste spectaculaire, mais on était avec un Wazari, donc le combat continue. Dernière chance pour Mahé Savoie. Elle doit faire attention. Elle a 2 pénalités derrière, mais encore une occasion d'aller remporter ce combat. Place la main loin dans le dos. Attaque avec un crochetage de jambes à l'intérieur. Mais elle pousse un peu trop. Elle joue le jeu pour Catherine et là, elle joue encore. C'est dangereux pour elle. Mais j'aurais bien voulu revoir la reprise là, au niveau de la projection. Peut-être qu'elle était un petit peu trop sur le côté et pas tout à fait sur le dos. Et là, Catherine qui se prend une première pénalité. Mahé qui met beaucoup de pression. Il reste maintenant moins d'1 minute. C'est quand même pour l'instant Catherine qui est bien installée avec la possibilité d'avoir une autre pénalité sans conséquence. Oh, encore une fois. Oui, elle essaie de passer en dessous. Elle n'a pas poussé. Elle a toujours un premier point d'avance, Catherine, avec ce Wazari. 45 secondes qui la séparent de la médaille d'or. Allons voir si Mahé Savoie sera attaquée une fois qu'elle aura placé ses mains, parce que tout le long, elle place ses mains, met de la pression, mais de la difficulté à Catherine l'utilise. Catherine, elle utilise le positionnement des mains. Voilà, elle s'en sert, elle ne l'attend pas, elle attaque. Parfois, ce n'est pas des attaques convaincantes, mais elle réussit à placer ses mains, à attaquer, et donc... Seulement 25 secondes à faire. Alors là, pratiquement dernière attaque, dernière chance pour Mahé Savoie. Oh! Sur l'arrière! Est-ce que c'est bon pour un Wazari? On va le revoir ici. Bon contrôle ici. Oh! Elle a roulé par-dessus, elle, hein, mais
Elle a vraiment bien ceinturé avec le bras, tenté de retourner et non, on n'a pas accordé le point. C'est la limite, oui. Elle s'en est bien sortie. Quelques secondes maintenant de la médaille d'or. 3 secondes. Est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose? Et non, voilà! Victoire pour Catherine Toskov. Bien géré, la fin de combat. Catherine qui contrôlait les manches de Mahé, et donc c'est bien travaillé, bonne concentration, et on voit que c'était bien préparé. Alors, notre gagnante médaille d'or de ces championnats canadiens, et là, on était dans la catégorie des 57 kg. On va revoir ce qui s'est passé. Quel beau mouvement ici, et elle était tournée un peu, là. On voit que la fin était un peu sur le côté des épaules, donc à la reprise, les juges ont déterminé que c'était plus un Wazari. Mais les juges avaient une caméra de l'autre côté, donc ils avaient peut-être un angle que nous, on n'avait pas. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à cette série de combats aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez découvert le judo. C'est ce qui a été présenté lors des championnats canadiens à Montréal. Nous étions au centre Pierre Charbonneau. Patrick, merci énormément de ta participation à cette émission. On sera certainement de retour pour voir d'autres judo ultimement. Comme vous l'avez constaté, le judo est un sport qui peut être fort spectaculaire. Notez que ça peut être pratiqué de manière récréative et gardez en tête que c'est une discipline qui s'adapte aux jeunes et moins jeunes. Pourquoi ne pas découvrir ces bienfaits par vous-même? D'ici là, je vous invite à ne pas manquer les prochaines émissions sportives mettant en vedette les athlètes de chez nous sous l'angle des caméras de Rendez-vous sportif. Cette émission vous est présentée par Va donc jouer. Célébrons ensemble tous les entraîneurs et les officiels du sport organisé sur vadonjouer.ca. Par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé.